Je fais juste un petit rappel, c'est un débat, ce n'est pas le budget. Voilà, c'est un rappel rapide. Monsieur le maire et vous tous, mes chers collègues, donc on rappelle en introduction les obligations législatives et réglementaires qui vous sont présentées. Ce sont les mêmes que les années précédentes, à l'exception de la dernière ligne, mais qui n'a pas d'impact particulier, qui simplement pose des délais différents de ceux qu'on a connus les fois précédentes. Vous voulez bien avancer ? Allez-y, allez-y. Voilà. Donc cette année 2023, la difficulté, comme les années précédentes, a été d'abord voir quel pouvait être le scénario central national dans lequel nous sommes. On a isolé 3 points, qui sont ceux qui vous sont rappelés, que vous connaissez, qui sont particuliers à cette année, notamment le point numéro 1 qui touche à l'enjeu énergétique. Vous le savez, vous suivez l'actualité, l'énergie est devenue un enjeu particulier. On le retrouvera d'ailleurs plus tard dans cette présentation lorsque nous montrerons l'impact sur les hypothèses budgétaires qui sous-tendent ce débat d'orientation budgétaire. Également le point numéro 3 qui est important puisque le budget national, la dépense publique cette année s'élèvera selon la loi de finances à 550 milliards d'euros. Et il est prévu au budget national un déficit de 165 milliards d'euros, ce qui représente 5,5% du PIB. Donc c'est un contexte particulièrement difficile puisque en parallèle, et nous y reviendrons rapidement après, eh bien, notre idée a été de voir s'il y a des marges de manœuvre possibles impactant les collectivités dans ce contexte général qui vous est présenté de façon résumée. Donc, si on poursuit avec la diapo suivante, donc revenant à la ville de Viroflay en particulier dans un contexte résumé précédemment, nous avons isolé sur un scénario central les 5 points qui vous sont présentés. Premier point, pas d'indexation de la DGF sur l'inflation. Ça, c'est une décision qui a été prise, qui est un enjeu, bien évidemment, puisque la ville consent et contracte un certain nombre de marchés publics. Je notais par exemple que l'alimentation, l'inflation sur l'alimentation, c'était à peu près 13%, auquel s'ajoutent des prévisions de croissance qui sont de 0,8%, une dette de 113% du PIB. Et donc, on entend bien, on comprend bien qu'en retour, sur la DGF, on n'est pas véritablement de marge de manœuvre à attendre. Et donc, on a posé l'hypothèse qu'il n'y a pas en fait au plan de finances de 2023 d'indexation de la DGF, ce qui aurait bien aidé, puisque, rappelez-vous, les DOB des années précédentes, on voyait la dégringolade de la DGF depuis 2012, où en cumulé, on avait perdu, en quelque sorte, l'équivalent d'à peu près une trentaine de millions d'euros de recettes. Donc, pas d'indexation de la DGF sur l'inflation, c'est acté, et puis on ne pense pas que les choses seront révisées en cours d'année, compte tenu du contexte national qui n'autorise pas véritablement des marges de manœuvre. Nous avons dans ce scénario aussi l'emprunt budgétaire de 12 millions d'euros qu'on a contracté au mois de juin dernier, à un taux avantageux, qui nous permettra jusqu'à mai-juin 2024 d'opter pour des enveloppes de financement avec toujours en perspective le soutien financier de notre plan pluriannuel d'investissement qu'on va retrouver un petit peu plus tard. Et puis, des priorités budgétaires nous concernant avec 2 mots-clés, liquidité et solvabilité, en appui de projections qu'on a prises dans des exercices multiannuels budgétaires, mais qui sont prospectifs, actant du fait que peut-être, enfin nous l'espérons en tous les cas, l'inflation va ralentir dans l'année. Et je précise à chaque fois qu'il ne faut pas confondre l'inflation et les niveaux de prix. Les niveaux de prix sont ceux qu'on constate aujourd'hui compte tenu des inflations déjà passées, mais l'inflation devrait, enfin,
dans ce scénario central, en tous les cas, qu'on a pris pour hypothèse, ralentir en cours d'année pour se limiter à 3-4%, ce qui recoupe les analyses des économistes beaucoup plus experts et savants que moi sur ce sujet. Donc, on a pris cette hypothèse-là en espérant qu'elle sera affermie en cours d'année. Également, dans ce scénario central, une volonté de trouver d'autres financements que ceux des subventions, en cherchant des financements au travers de ce qui s'appelle les green bonds en anglais ou des obligations vertes en français, qui sont des financements, des formes de financement participatif qui sont octroyées soit par des entreprises ou par des financeurs privés. Et puis également, le dernier point, celui de la recherche d'une efficacité énergétique au-delà de ce qu'on a pu faire jusqu'à présent, avec probablement l'intérêt qui sera en cours d'année pour nous de trouver une labellisation. Alors, on propose Solar Impulse. Il y en a d'autres. On va en regarder d'autres. L'avantage de Solar Impulse, pour ceux qui auraient pris le temps de regarder de quoi il s'agit, c'est que c'est un label qui nous permet d'obtenir des financements tiers, puisque c'est un label sérieux qui est reconnu par des financeurs. Et donc, dans cette recherche d'efficacité énergétique, nous essaierons, dans la mesure du possible, d'aller vers une labellisation de tel ou tel autre projet, avec évidemment la perspective d'ouvrir des financements attachés à tout cela. Ces points-là, voilà, nous amènent à la diapo suivante, où en préparation de ce débat, nous avons rappelé sur cette planche un certain nombre d'évolutions, tant en recettes qu'en dépenses, dont on a déjà les éléments à ce jour, qui vous sont rappelés dans ce tableau. Et je vous invite à regarder en particulier la dernière colonne, celle qui est complètement à droite, qui vous montre les variations, où on constate qu'il y a quand même une grande disparité entre les variations des recettes en termes d'échelle et les variations des dépenses qui sont dans le tableau dans la partie basse de la diapo, avec bien évidemment la variation de 248% du coût énergétique que je rappelais en 2 slides auparavant, qui constitue le gros finalement des dépenses supplémentaires auxquelles nous allons probablement devoir faire face en cours d'année. Également intéressant aussi dans cette diapo de constater que les décisions quant à ces évolutions, ces variations ne sont pas toutes sous notre contrôle, loin s'en faut, puisque cette colonne rappelle qui finalement a la possibilité de faire évoluer ces recettes en fiscalité ou en DGF ou d'autres, et également en matière de dépenses. Donc, sur ces hypothèses-là, voilà, merci. Détaillant un petit peu en plus le poste de dépenses, vous retrouvez les dépenses électricité et gaz en première ligne, avec une variation de 248% qu'on voyait, et puis un ensemble de dépenses balayage, alimentation, les loyers, la téléphonie, enfin bref, tout ce qui constitue au fonctionnement, tout ce qui constitue des dépenses nécessaires au fonctionnement opérationnel de la commune. Et pour constater en bas à droite, de façon consolidée, tenant compte des volumes ligne à ligne, une augmentation probablement de l'ordre de 33% au global des dépenses auxquelles le futur budget 2023 va devoir faire face. Donc une situation qui est assez brutale finalement dans ces évolutions, puisqu'on parle là d'une évolution d'une année sur l'autre, hein. Donc imaginez si de votre côté, du jour au lendemain, en l'espace de quelques mois, vous aviez une augmentation de vos dépenses de 33%, c'est considérable, quoi. S'ajoute à ça des dispositions de la loi de finances auxquelles nous allons essayer de candidater en quelque sorte, parlant de la mise en place du filet de sécurité qui a été proposé par le gouvernement, qui cumule un certain nombre de conditions, de critères, pour nous permettre en fait de bénéficier d'une prise en charge de 50% de la différence de l'augmentation des dépenses d'approvisionnement en énergie, électricité, chauffage urbain, d'une année à l'autre,
À ce jour, compte tenu des éléments dont on dispose, il semble que nous soyons éligibles, mais nous n'avons pas la certitude au final, pouvoir obtenir cette aide de 50%, puisque l'ensemble des dispositions ne sont pas encore connues. Notamment, il y a un doute quant à l'enveloppe globale qui serait affectée à ce filet de sécurité. Donc, nous satisfaisons aux 4 critères d'éligibilité, mais à voir jusqu'au dernier moment si véritablement nous serons choisis ou sélectionnés en tant que commune pour ce filet de sécurité. Il y a aussi un amortisseur électricité pour les collectivités dont les conditions sont celles qui vous sont rappelées. Au jour d'aujourd'hui, nous ne sommes pas dans ces critères puisque le plafond, enfin le plancher de 180 € par mégawatt qui est fixé comme étant un des critères de sélection, eh bien, ne nous correspond pas. Nous achetons l'électricité aujourd'hui de façon mutualisée, au travers notamment du CIPEREC, moins cher que ça. Donc, pour l'instant, nous ne sommes pas éligibles, comme c'est précisé. Et enfin, un rappel donc, sur le point de la DGF que j'ai déjà mentionné. Alors, il n'y a pas d'indexation sur l'inflation, mais nous aurons quand même une petite hausse de cette recette de 10 000 € pour l'année 2023, du fait de l'augmentation de la population. Donc, quand on introduit ces chiffres-là dans une perspective budgétaire 2023, vous voyez apparaître en bas à droite un chiffre sur fond rouge et sur fond orange qui vous montre l'épargne brute. Et je vous invite à notamment apprécier comment d'année en année, cette épargne brute baisse, puisqu'en 2019, nous étions à presque 5 millions d'épargne brute, 4,2 millions en 2020, 4 millions en 2021, 2,5 millions en 2022. Nous avons déjà subi un certain nombre d'augmentations de dépenses, en particulier liées à l'actualisation du point d'indice, qui impacte la masse salariale. Mais pas seulement, d'autres augmentations également qui ont lieu en cours d'année. Et par contre, 2023 pose un véritable problème puisque dans cette perspective, eh bien, nous tomberions à 1 200 000 € d'épargne brute. Et je rappelle que cette épargne brute est essentielle puisqu'elle vient abonder au financement des investissements et donc notamment du plan pluriannuel d'investissement qu'on va retrouver un petit peu plus tard. Pour vous donner une idée du paysage général en fait en matière de recettes, vous le retrouvez dans ce graphique où en bleu, on voit que 63% des recettes sont maîtrisables, ce qui représente à peu près 2/3 de nos recettes, 32% et 5% qui correspondent aux droits de mutation sont le tiers qui manque. Alors pourquoi c'est important? Parce qu'on a à la fois une maîtrise de à peu près 2/3 de nos recettes, mais à dépenses contraintes. C'est-à-dire que maîtriser les recettes à 2/3 peut sembler un paysage confortable, mais en réalité, pas tant que ça, puisque côté recettes, nous n'avons pas de marge de manœuvre pour maîtriser autant, en tous les cas, nos dépenses, puisqu'il y a un ensemble de dépenses incompressibles ou engageantes. Donc, ça vous donne une image un peu résumée de l'enjeu. Et donc, ne pas s'arrêter sur ce chiffre de 2/3, mais le mettre en perspective aussi des dépenses. Alors, sur ces bases, on s'est posé la question de savoir quelles orientations pourrions-nous proposer aujourd'hui en vue de faire face et puis tenir compte du futur aussi au-delà de 2023. Et il y a 5 points qui sont proposés, qui sont ceux qui sont présentés à vos yeux. D'abord, bien évidemment, rechercher des économies de fonctionnement, les 450 000 € dont il est question, si nous pouvions les réaliser sans impacter de manière significative les services rendus à la population globalement, eh bien, nous viendrions augmenter notre épargne brute, celle dont je viens de parler précédemment, donc un montant non négligeable à prendre en compte. La nécessité probablement de recourir à une augmentation de la taxe foncière, toujours dans la perspective de financer à court et moyen terme notre plan pluriannuel d'investissement. Et je rappelle que ces taux-là
avis reflet, pour la partie qui nous concerne, c'est-à-dire le taux lui-même, n'a pas évolué depuis une douzaine d'années. Donc, ça peut être une marge de manœuvre à utiliser avec une perspective d'investissement qui est toujours saine, puisque investir aujourd'hui, c'est préparer le présent de demain, quoi. Le troisième point qui est inhérent en fait au contexte général du pays, qui nous laisse penser qu'il y aura peut-être, on ne l'espère pas, mais on le prévoit quand même, plus de demandes d'aide de personnes fragilisées par le contexte. Je rappelle que, par exemple, de mémoire, il y a seulement 40% des personnes au chômage qui sont indemnisées et qu'au 1er février, c'est-à-dire dans quelques jours, va rentrer en vigueur la réforme du chômage. Je ne parle pas des retraites, hein, vous avez entendu tous les débats, on pourrait en parler, mais de façon préventive, il va probablement y avoir une recrudescence de demandes d'aide, d'autant que, rappelez-vous le tout premier point, celui concernant l'énergie, eh bien, elle concerne tout le monde, retraité, pas retraité, au travail ou au chômage, tout le monde va subir, et subit déjà d'ailleurs une hausse substantielle des coûts énergétiques. Et il faut savoir qu'en matière d'aide, eh bien, il y a des aides aussi qui touchent à ce poste particulier de l'aide en fait au paiement des factures d'électricité. Donc quelque chose que nous maintenons sur ce point 3, puisqu'il correspond à une option, à une hypothèse qui n'est pas complètement improbable en fait. Les deux derniers points touchent aux enjeux budgétaires visant, à, comme je l'ai rappelé déjà plusieurs fois, à pouvoir financer notre PPI en 2023 et au-delà, avec un objectif que nous nous fixons de pouvoir dégager au minimum 2,5 millions d'euros par an d'épargne nette, et également, le dernier point, de ne pas dépasser un niveau d'endettement qui est de 1 000 euros par habitant pour une population de 17 000 euros, ce qui nous amènerait dans l'épure finalement des communes de notre taille, sans nous projeter dans les extrémités de l'endettement en fait, et préservant des possibilités d'investissement futur au-delà du PPI lui-même, pour ceux qui nous succéderont ici même plus tard. Donc, en intégrant ces hypothèses, partant du scénario précédent que nous voyons juste à l'instant, eh bien, vous voyez les deux chiffres en bas à droite, cette fois-ci, qui reprennent un peu des couleurs, puisque nous atteignons les 2,5 millions et 2,7 millions en 2023, avec un rappel dans le titre des trois éléments principaux qui reconstruisent finalement cette marge budgétaire. La taxe foncière, 10%, c'est le scénario 2023 qui est présenté ici, et puis une réduction des dépenses de 450 000. Donc l'intégralité de l'augmentation de cette épargne brute ne repose pas uniquement sur les 10% de taux de taxe foncière, mais également sur un effort de la commune, un effort, encore une fois cette année, je serais tenté de dire, de recherche de ces 450 000 euros d'économie. Donc, nous remettons sur une trajectoire permettant de réaliser le fameux plan d'investissement dans le futur. Nous en parlions, le voilà, le fameux plan d'investissement, donc sur 2 diapos, il est un peu long, hein, mais il touche tous les secteurs. Sur la colonne de gauche, l'énoncé, la liste en fait des principaux projets, que ce soit en matière de bâtiments, le programme Viroflay 2025. Il nous reste 2 ans pour finir d'exécuter ce programme. Donc, vous y retrouvez dans ce programme la rénovation de Dieu-le-Veut, la construction de la Forge 2, la crèche des réservoirs. Un certain nombre de ces projets sont déjà en cours, soit se terminent, soit sont dans une phase d'avancement, comme vous pouvez le constater. D'autres n'ont pas encore démarré, comme par exemple la rénovation de la salle du Noyer, que vous voyez étalée donc sur plusieurs années, avec une répartition budgétaire qui vous est présentée sur 4 ans. Identiquement dans le secteur bâtiment, voilà, plusieurs projets, le gymnase des Prés-aux-Bois, qui est largement en cours, dont on a beaucoup parlé ici même,
qui a été présenté encore récemment lors de la cérémonie des vœux de début d'année. Vous voyez que ce programme s'étale sur plusieurs années jusqu'à 2025 avec des enjeux financiers qui sont considérables, mais c'est un investissement pour les 30, 40 prochaines années. Donc, le montant des dépenses est en lien aussi à la fois avec le service rendu, mais aussi la durée d'usage de cet équipement. Voilà, un ensemble de choses qui vous sont listées. Je ne passe pas tout en revue. Si vous pouvez poursuivre, la diapo suivante. Et dans le secteur voirie, identiquement, vous retrouvez un ensemble de projets d'investissement qui sont soit des voiries en particulier, soit des programmes liés aux circulations douces, aux pistes cyclables. Voilà, bon, je ne vais pas tous les lire un par un, mais vous les avez eus dans vos documents. Le point auquel, par contre, sur lequel je m'attarderai, c'est la dernière ligne, parce qu'elle donne quand même une vue synthétique des enjeux auxquels on fait face, relativement à ce plan d'investissement qui est extrêmement ambitieux, mais aussi, comment dire, construisant un futur de long terme. 64,5 millions en total de dépenses et un résiduel à notre charge, un solde de 57 millions, c'est beaucoup d'argent investi pour un futur long d'usage de ces équipements après coup. Mais ça reste quand même 57 millions, d'où l'importance rappelée de pouvoir dégager 2,5 millions, de pouvoir utiliser cet emprunt de 12 millions dont on a parlé et qu'on devra certainement compléter par d'autres emprunts plus tard. Une option, en fait, a été prise, une orientation qui a été de ne pas céder, en fait, à l'immédiateté, en quelque sorte, des difficultés financières et du contexte international incertain que vous connaissez tous. Nous aurions pu, à l'inverse de ce qui est présenté, raccornir ce plan d'investissement, dire que, oulala, ça ne va pas être possible, c'est déraisonnable, et donc rabattre, en fait, affaler cette ambition-là. Mais à horizon 2027, qui sait comment les choses seront? Le pire dans ces situations volatiles et incertaines étant d'être à contrepoint, c'est-à-dire face à des situations incertaines, se dire je rabats la voilure, et puis découvrir peut-être que dans 2 ans, les choses iront beaucoup mieux et je remonte la voile. Sauf qu'entre-temps, il y a des choses qui n'auront pas pu se faire, sauf qu'entre-temps, on aurait abandonné certains projets, regrettant à ce moment-là, a posteriori, de ne pas avoir tenu la barre en quelque sorte. Donc, c'est vraiment un pari optimiste sur l'avenir, qui n'est pas déraisonnable, qui n'est pas utopique. D'autant que, dernière colonne, vous voyez le petit logo d'efficacité énergétique. Il y a des enjeux majeurs dans chacun des projets en matière d'efficacité énergétique, de recherche d'économie, dont on sait avec certitude que si ces investissements sont consentis à hauteur des ambitions qui sont les nôtres sur ces projets, ils résulteront en des coûts de fonctionnement moindres que ceux auxquels on fait face aujourd'hui. Tout le monde comprend bien que lorsque on isole des locaux, lorsque on utilise des modes de chauffage moins coûteux, eh bien, on récupère avec un certain délai, finalement une certaine latence, un bénéfice en retour de ces investissements. On n'abandonne pas non plus le programme multi-annuel qui est un fil rouge, qui est celui de l'accessibilité, puisque c'est un besoin permanent. Donc, vous retrouvez le petit logo sur fond bleu qui vous indique, projet par projet, la présence en fait de cette nécessité de poursuivre. Et donc, pour matérialiser tous ces projets d'investissement, eh bien, nous chercherons tout au long de cette année et probablement des années futures, bien entendu des subventions publiques auprès de la région, des départements, des agences gouvernementales, partout ce sera possible. Nous le faisions déjà, nous allons le faire encore plus, mais avec les contraintes que je rappelais au début, c'est-à-dire que l'État lui-même n'a pas beaucoup de marge de manœuvre et vraisemblablement la région, les départements subissent aussi un petit peu ces contraintes extérieures, mais nous chercherons quand même ces subventions, comme on l'a toujours fait, mais encore plus à partir de maintenant. Nous chercherons également des financements privés
participatifs, des obligations vertes dont je parlais brièvement, des fonds de dotation citoyens, peut-être sont-ils possibles à mettre en œuvre ici même. Et évidemment, nous solliciterons l'emprunt que nous avons contracté, qui nous amènera certainement en complément à contracter d'autres emprunts dans le futur. On a posé une hypothèse en matière d'emprunt d'une borne supérieure qui serait que les taux qui sont aujourd'hui au-delà de 1,7%, 1,73%, qui est le taux de l'emprunt auquel on a souscrit aujourd'hui. Aujourd'hui, les OAT France, enfin les obligations de la France qui empruntent sur les marchés de financement est aussi entre 2,6 et 2,8, c'est-à-dire à peu près un point au-dessus de ce montant. On a fait l'hypothèse dans ces orientations-là qu'à aucun moment, ces taux-là ne dépasseraient les 3,5%. Pourquoi 3,5%? Parce que si les obligations monétaires nationales de l'État, enfin de la France qui emprunte sur les marchés, arrivaient à ces taux-là, on aurait une manifestation beaucoup plus urgente et grave en fait de déséquilibre de nos finances publiques, puisque aujourd'hui la France consacre 1,9% de son PIB au service de la dette, ce qui correspond à 45 milliards d'euros par an, juste pour rembourser les intérêts. Et en 2023, dans la loi de finances, la France va émettre 600 milliards d'euros d'obligations supplémentaires, dont 260 de nouvelles obligations, ce qui est considérable. Sachez qu'au niveau de l'Europe, de toute l'Europe, c'est 1200 milliards, c'est-à-dire qu'à nous seuls, on pèse la moitié de ces besoins de financement. Ça signifie que les taux vont certainement progresser, monter. S'ils dépassaient les 3,5%, ce qui est, tous les économistes s'accordent à dire qu'au-delà de 2% du PIB, il y a un vrai problème de stabilité à long terme d'un pays, en fait. Donc, si on arrivait si on dépassait les 3,5 au niveau des emprunts auxquels nous pourrions prétendre, je ne sais pas trop quel discours on pourrait avoir ici, mais il y aura un autre problème d'une autre envergure qui serait à résoudre. Et donc, on a pris cette hypothèse-là comme la borne supérieure, puisque au-delà de ce montant, eh bien, ça ne nous concerne plus. C'est un problème beaucoup plus grave, en fait. Et puis, des cessions foncières, nous en ferons quelques-unes. Il y en a quelques-unes qui sont prévues, d'autres peut-être apparaîtront. Nous parlions des emprunts, de l'endettement. Donc, il vous est présenté la situation actuelle. Donc, Viroflay est une ville qui est très peu endettée, vous le savez. Vous avez un récapitulatif des 2 emprunts principaux qui sont en cours aujourd'hui, donc qui représentent une charge faible, qui nous permet justement d'envisager avec une certaine sérénité de pouvoir faire appel à ces capacités d'emprunt au-delà des 12 millions qui sont rappelés en bas de page, dans la limite des 1 000 euros par habitant, c'est-à-dire entre 15 et 17 millions maximum. Si on peut faire mieux ou moins, même, je dirais, bien évidemment, on le fera. Et donc, on a cette marge de manœuvre. Elle est héritée justement de cette gestion prudente, mais ambitieuse en même temps des X dernières décennies des équipes précédentes et de celle-là même. Et bien là, vous voyez comment nous allons pouvoir quand même profiter entre guillemets, d'un bénéfice en 2023 de cette gestion depuis si longtemps, puisque nous ne sommes pas dos au mur, surendettés, sans aucune marge de manœuvre. Donc, tout ça combiné va probablement nous permettre de réaliser notre plan pluriannuel d'investissement, en tous les cas à partir de 2023, et probablement les autres années, avec l'espoir que les situations extérieures à notre commune, et tant au niveau national que plus largement, en matière d'énergie, en tous les cas, viennent à se calmer ou se régulariser. Là, il vous est présenté la structure d'emploi et la structure d'emploi et la masse salariale qui a été évoquée précédemment. Donc, Viroflay, c'est 341 emplois, c'est 271 équivalents temps plein, donc c'est les ETP que vous voyez en bas de planche, avec une répartition des 3 catégories A, B et C qui sont les catégories, les grades en fait, des personnels de la ville.
Il vous est précisé catégorie par catégorie le nombre d'emplois à temps complet. Et dans la diapo suivante, vous retrouvez cette structure d'emploi répartie cette fois par filière. L'organisation d'une commune est en filière. Vous la retrouvez dans les différents labels, les différentes étiquettes qui vous sont présentées. Voilà, donc ça, c'est une information qu'on doit inclure dans le débat d'orientation budgétaire, ce qui est fait. Et là, dans cette diapo, vous retrouvez l'évolution en compte administratif de la masse salariale depuis 2019, avec un saut assez important, une évolution de plus de 10% en 2022. C'est un prévisionnel encore, hein, on n'a pas encore bouclé le compte administratif, mais ce saut de 10%, 43 que vous voyez sur l'année 2022 en prévisionnel correspond à la revalorisation de l'indice qui est la base de calcul des salaires, le point d'indice, qui donc en 2022 disons, a impacté le budget comme vous le voyez. Donc nous posons l'hypothèse qu'en 2023, il y aura aussi une augmentation de cette masse salariale parce qu'au-delà du point d'indice dont on ne sait pas évidemment aujourd'hui si en 2023 il sera revu ou pas, ce qu'il y a de certain par contre, c'est qu'il y a un autre facteur qui s'appelle le GVT, le glissement vieillesse technicité, qui automatiquement rémunère plus les personnels du fait de leur ancienneté, de leur expérience. Et donc, on a une approximation minimale, en tous les cas, de l'impact sur la masse salariale de l'application de ce GVT. Mais en cours d'année, peut très bien, ou pas d'ailleurs, voir revenir une revalorisation du point d'indice ou d'autres dispositions dont on n'a pas connaissance. Donc, tout cela mis bout à bout, parlant de la structure d'emploi et de la masse salariale, vous est rappelé dans cette dernière planche récapitulative où vous retrouvez tout à fait en bas le chiffre d'11 937 079 que l'on voyait précédemment dans la prévision d'atterrissage budgétaire 2022, avec une répartition de cette masse salariale selon les différents postes, en fait, hein, que ce soit les versements transport, les rémunérations principales, évidemment, et tout ce qui vous est présenté, les différentes cotisations, URSSAF, caisse de retraite, assurance, médecine du travail et autres charges. Donc voilà le contexte général de ce débat d'orientation budgétaire. En résumé, il pose un certain nombre d'hypothèses, il tient compte, local, tenant compte d'hypothèses nationales et internationales pour ce qui touche notamment au poste de dépenses d'énergie et constitue le point de départ d'un débat d'orientation budgétaire 2023. Merci, M. Sakhelis. Petite précision sur le slide. Les 5 derniers slides sont des slides réglementaires, en fait, qui nous sont demandés maintenant depuis quelques années dans le cadre de ce débat d'orientation budgétaire. Je précise aussi que la masse salariale 2022 a augmenté du fait en partie du point d'indice, de l'évolution du point d'indice en juillet, mais également sur le fait que nous avons de moins en moins de postes vacants par rapport au tableau des effectifs. Donc, on a la chance à Viroflay, contrairement à beaucoup d'autres structures, qu'elles soient publiques ou privées, on a la chance de encore être une collectivité attractive et de pouvoir remplir nos postes qui sont ouverts au budget, ce qui fait aussi qu'on a une évolution assez significative de notre masse salariale réelle, prévisionnelle en tout cas, prévisionnelle pour 2022. Ma voisine me susurre que c'est une chance pour la plupart des secteurs, sauf pour les animateurs, où on a vraiment du mal à trouver des animateurs pour nos activités périscolaires et extrascolaires. Ça, c'est un vrai sujet. Mais sinon, tous les autres postes dans nos secteurs, dans nos services, sont la plupart du temps pourvus. En police municipale, c'est quasiment pourvu. L'urbanisme, c'est pourvu. En fait, les services techniques aussi. Donc, ce qui est une singularité, je vois beaucoup de communes dans les environs qui s'arrachent les cheveux, et notamment pour certaines qui sont obligées de fermer des sections de crèches, notamment parce qu'elles ne disposent pas du personnel nécessaire. Donc là, moi, je croise les doigts, mais on a toutes nos directrices, on a
quasiment toutes nos auxiliaires de puériculture. Et donc, je m'en réjouis. Voilà, c'était un petit point que je voulais faire sur cette évolution qui paraît importante d'une année sur l'autre, mais on a redressé la barre de ce côté-ci. Et puis, une dernière chose, c'est le fait que le PPI a près de 57 millions nets de recettes attendues pour le moment. On espère en avoir d'autres, mais en fait, c'est un PPI qui n'a pas trop bougé par rapport à l'année précédente, parce qu'on y a intégré toutes les opérations qu'on avait déjà stipulées l'année précédente, sans, pour l'instant, faire d'arbitrage spécifique, hormis peut-être parfois des décalages dans le temps, mais pas d'annulation, ou en tout cas pas de mise en sommeil de certains projets. Et donc, en se disant on est plutôt volontariste. Après, c'est la réalité qui nous dira si on peut faire ce plan d'investissement total ou pas. Ça, on est pour l'instant dans cette attente avec la volonté de pouvoir réaliser l'intégralité de ces investissements dans un horizon de 4 à 5 ans. Voilà les points que je voulais rappeler avant de vous proposer donc d'intervenir dans ce débat. Qui souhaite intervenir dans le débat?